Justin is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Vous voyez, sur ce graphique, comme on est mesuré dans le temps, on va essayer d'aller vite, mais quand même, celui-ci, je voudrais m'arrêter une minute ou deux pour vous dire, voilà, ce que ce graphique suggère, c'est que si on observe la bourse américaine, et cela vaut également pour les bourses européennes, si on observe la bourse américaine depuis l'immédiate après-guerre, depuis 1944, on voit très clairement qu'il y a des cycles qui durent une vingtaine d'années, qu'on en identifie facilement 4. Nous sommes dans le 4e, et on alterne des périodes de grande expansion, la reconstruction industrielle de 1944-1966, et qui a été une période de reconstruction économique et de grande prospérité boursière. Et puis 1966-1982, une période de consolidation, de crise, d'ajustement, de transition, difficile, très difficile boursièrement. Et puis 1982-2000, grande expansion du crédit, grande hausse des bourses, même si ce n'était pas forcément très sain. Et puis 2000 à 2016-2020, une période difficile dans laquelle nous sommes engagés. Alors finalement, en y réfléchissant, je crois que je mérite bien cette qualification de vétéran, puisque j'ai commencé en 1966, donc effectivement ça fait un petit peu de temps. Mais ça a été très précieux parce que c'était justement un des tournants, un des moments où on termine une période facile et où on entre dans une période difficile. Et bien sûr, à l'époque, je n'en savais rien, je l'ai appris après coup, au fil des années, mais ça m'a beaucoup aidé en 2000 pour comprendre qu'on avait à nouveau la fin d'un cycle de hausse boursière et le début d'une période de transition. Et en gros, on a développé un style de gestion précisément adapté à ce que l'on attendait être une période difficile de 2000, 2016, 2020. Et visiblement, on n'est pas déçu puisque ça fait 11 ans qu'on est dedans et on se rend bien compte que ce n'est pas fini. Oui. Mais, et encore une fois, c'était le cas avec USA Opportunité, depuis sa création, le Standard & Poor's n'a rien fait, zéro, et le fonds a quand même fait plus de 90% de hausse. Donc le message, il est très simple, nous sommes dans un environnement boursier difficile, le marché ne va pas nous aider à gagner de l'argent, il faut qu'on le gagne nous-mêmes. C'est ça l'idée, et pour le faire, il faut être très flexible. Alors voilà, ici encore un graphique de vétérans, de centenaires, et qui reprend là carrément depuis 1913 un graphique qui quelque part devient un tout petit peu à la mode récemment, et en particulier à cause de la Grèce et d'autres pays autour de l'Europe. Mais ce graphique, il est surtout précieux si on le regarde sur une très longue période, depuis 1913. Et c'est tout bête, c'est le ratio de la dette totale, là c'est le système américain, la dette totale américaine, la dette fédérale, la dette des privés, la dette des corporés, des sociétés, et on divise ça par le PIB nominal. Et vous voyez que quand les choses se développent normalement, le graphique est horizontal, le ratio est horizontal, c'est qu'il y a une création de richesse, une création de PIB qui est accompagnée d'un endettement qui augmente. Il n'y a rien de mal à ce que l'endettement augmente, mais normalement le ratio doit être stable si les choses se passent bien. Et puis on voit que depuis un siècle, il y a eu 2 moments où les choses ont dérapé complètement, et c'est la période 1929, bien sûr, et puis c'est la période actuelle. Et c'est très important pour comprendre que ça va durer, que c'est très grave, et que véritablement, il y a toujours une grande naïveté de la part des économistes, des hommes politiques, à nous dire « Ah, on a eu chaud en 2008, on est passé très près du gouffre, mais sous-entendant, c'est fini, c'est derrière nous, maintenant ça va s'arranger. » Et je crois que malheureusement, comme ce graphique le montre, pour le moment, rien de structurel n'a été fait pour que les choses s'arrangent. Donc le problème, il est encore largement présent. Bon, encore une fois, l'idée de base, c'est d'être très lucide, très réaliste dans le constat, dans l'analyse, et puis de se débrouiller pour quand même arriver sur longue période à gagner de l'argent. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, et à contrario, je passe là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps, l'idée inverse, c'est que nous sommes sur des niveaux de taux d'intérêt très bas. C'est le graphique des taux américains depuis 50 ans.
Et on voit bien qu'au mieux, il n'y a pas grand-chose à gagner et peut-être bien qu'il y a des coûts à prendre dans les prochaines années en étant investi sur des obligues longues. Donc décidément, la vue qu'on a, c'est Dieu sait que les marchés sont difficiles et vont continuer à être difficiles, mais il n'y a pas d'histoire, on est obligé de se concentrer sur les actions et d'essayer de trouver une méthode de sélection de ces actions et puis d'ajouter ce que nous faisons une protection, c'est-à-dire on achète des actions, de vraies actions, on achète de vraies sociétés, et par contre, on a la faculté de vendre des futurs sur indice, c'est-à-dire de se protéger contre les baisses périodiques de marché et véritablement d'extraire de l'alpha, c'est-à-dire de trouver des sociétés qui vont faire mieux que le marché et d'arriver sur longue période à gagner de l'argent. Voilà. Alors, la perspective économique, pour en dire un mot, là encore, un graphique très long, un graphique qui recouvre à peu près un siècle. Et les barres rouges, c'est les récessions, et puis les barres vertes, c'est les reprises économiques, tout bêtement. L'intérêt de ce graphique, l'importance du message que l'on passe ici, c'est que, en gros, c'est le bon sens d'ailleurs, c'est une banalité, quand on a une forte récession, derrière, on a une forte reprise économique. Bon. Les deux choses vont de pair. Alors c'est bien sûr ce que l'on voit après la période 29-32, après la Seconde Guerre mondiale, de fortes reprises, les barres vertes qui remontent très fortement. C'est la logique. Et puis par contre, ce que l'on voit et qui est plus préoccupant, c'est que depuis une vingtaine d'années, les barres vertes sont de moins en moins fortes. C'est-à-dire, bien sûr, on a des reprises, on a des récessions qui n'étaient pas jusqu'à présent très fortes, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de reprises économiques. Et puis, ce qui est notable, c'est ce qui s'est produit en 2008, c'est-à-dire que vous voyez qu'en 2008, on a eu une récession qui, comparée à ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, a été extrêmement forte. Ça a été une des plus fortes depuis la période d'après-guerre. Et malheureusement, que ça n'a pas déclenché une forte reprise économique, ce qui, quelque part, était parfaitement prévisible compte tenu du poids de cette dette que je vous ai montré sur le graphique précédent. Et ce poids de la dette est un frein, un blocage durable. C'est la raison pour laquelle je dis on est déjà depuis 11 ans dans ce cycle que nous prévoyions comme étant compliqué, mais ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Et en fait, on voit bien dans les dernières semaines les signes de plus en plus préoccupants d'un ralentissement économique à nouveau aux États-Unis. Ce qui fait que, bien sûr, tous les discours, les démentis de l'arrivée éventuelle d'un plan QE3, que tout ça est à prendre avec beaucoup de cynisme, parce que la réalité, c'est que sur une économie qui ralentit, comme c'est le cas en ce moment, il n'est pas question d'arrêter les efforts de stimulation. Mais ce qui est vraiment préoccupant, effectivement, c'est qu'en dépit d'une politique de monétisation considérable, sans précédent, en dépit de déficits budgétaires sans précédent, malgré tout, on n'arrive pas trop à faire décoller l'économie. Ce qui fait encore une fois que du coup, acheter tout simplement le marché, entre guillemets, en espérant que ça va bien se passer, malheureusement, est probablement une approche un peu trop optimiste. Voilà. Une autre chose aussi, un argument qu'on avance souvent, que les optimistes avancent souvent, et je pense que vous avez deviné que je ne suis pas forcément dans le camp des optimistes, beaucoup d'optimistes avancent en disant oui, mais de toute façon, ce n'est pas grave, c'est dans les cours, le marché est très bon marché, les sociétés ont de très bons résultats, donc c'est bon, c'est le moment d'investir. Alors, ce petit graphique-là que nous avons emprunté à Goldman Sachs, tout n'est pas mauvais chez Goldman Sachs. Ce petit graphique est intéressant parce qu'il fait le rapprochement, il fait un court-circuit. C'est-à-dire, en général, on se dit quel est le PE. Le PE, c'est des bénéfices divisés par des taux. Là, on regarde le PE des actions à travers l'inflation, le niveau d'inflation. C'est une distribution statistique de quel est le PE adéquat, je dirais, en fonction d'un niveau de taux d'inflation. Et vous voyez bien que, effectivement, quand on passe quand on est dans la zone 1 ou 2% d'inflation, c'est là où le PE des actions est au maximum. Bon.
Et par contre, quand on passe de 2 à 3, 3 à 4, ben, le PE des actions descend, quoi. Or, je vous rappelle que l'inflation est passée essentiellement de 0 à 3,1% depuis 18 mois, et que donc, de ce fait, c'est quand même un autre frein qui vient s'ajouter sur la valorisation des actions. Alors comment fait-on pour gérer les portefeuilles? Ben, encore une fois, comme j'ai dit, on achète des actions, on vend des futurs sur indice d'une manière souple pour essayer de se protéger quand ça va mal. Et puis on fait une sélection très forte sur les secteurs. Et on se base, là encore, très vite, on n'a pas le temps de commenter, mais en gros, l'idée, c'est de regarder le passé et puis de projeter ça dans le futur, de regarder le passé, de s'apercevoir que la morphologie de l'indice Standard & Poor's 500 a considérablement changé au fil des décennies, que certains secteurs sont passés, les financières, par exemple, le cas le plus bateau, les financières étaient, il y a 30 ans, à 5% de l'indice. Elles ont plafonné à 28% au plus haut en 2006. Et donc, on s'interroge à ce moment-là, on se dit, bon, mais est-ce que c'est cohérent? Est-ce que la contribution au PIB du secteur justifie un tel poids dans les indices boursiers? Et c'est là où, en ajoutant cette considération à l'autre que je vous ai montré tout au début, le rapport dette sur PIB, le fait qu'il y a cet endettement monstrueux, ben c'est là où on a coupé. Et depuis 2006, dans nos fonds, et en particulier dans les opportunités, ben on a 0% dans le secteur financier. Et malheureusement, on ne voit pas de raison de changer. Alors on aurait pu normalement, je dirais, aller à 5%, puisque c'était le plus bas syndical que l'on avait fait, mais quand on aime, on ne compte pas, et quand on n'aime pas, on ne compte pas non plus, quoi. Donc on s'est dit, allez hop, on va jusqu'au bout, on descend, on n'en a pas. Alors, on a fait la moitié du chemin. Maintenant, les banques, les financières représentent 15% de l'indice Standard & Poor's, mais malheureusement, ce n'est pas fini. L'érosion va se poursuivre. Et puis, à contrario, ben, par exemple, les matériaux de base ont représenté 20% de l'indice dans les années 70, 80, 70. Et puis, ils étaient tombés au tournant du siècle, on était tombé à 2%. Et comme on se disait qu'effectivement, il y allait avoir des bouleversements, des évolutions géopolitiques dans les années 2000-2020, du type des années 66-82, eh bien, on a décidé de surpondérer le secteur Basic Materials, et en fait, on a mis le paquet sur l'or principalement. Donc voilà comment on construit. Donc ça, c'est l'étape 2, c'est l'étape sectorielle, qui est un élément très important pour créer de la performance sur le long terme. Et puis troisièmement, comme je disais tout à l'heure, on achète des sociétés, et des vraies sociétés. C'est-à-dire on n'achète pas les membres d'un indice, mais on achète des sociétés qui nous plaisent, qu'on a regardées, pour lesquelles on pense qu'il y a du potentiel. Et là encore, on investit aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on cherche des sociétés qui, tout en étant des sociétés américaines pour remplir notre fonction, malgré tout, c'est vrai qu'on va chercher des sociétés américaines qui vont être le plus possible à l'abri de la médiocrité prévisible du consommateur américain, qui représente quand même 70% du PIB, donc c'est assez réducteur. Et puis, par contre, des sociétés qui vont pouvoir surfer sur les tendances longue géopolitique de ce monde qui est en train de changer, avec le leadership qui glisse, avec l'émergence des pays émergents. L'idée étant, encore une fois, d'essayer de prendre ce qu'il y a de bon dans le système américain, et puis ce qu'il y a de bon en dehors du système. Voilà, un petit rappel ici justement de cette période des 11 années passées, de se dire alors ce graphique, rassurez-vous, même si vous l'aviez sous les yeux, vous n'y verriez rien du tout. Il est très compliqué, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de résumer, c'est de voir que tout en bas du graphique, vous avez les grands pays développés, le Japon, l'Europe, l'Amérique, qui ont délivré entre 0 pour les États-Unis, mais la monnaie est faible, et puis du carrément très mauvais pour le Japon, indépendamment des événements récents, et puis aussi pour l'Europe, avec les problèmes que l'on connaît.
Et par contre, on voit bien qu'il y a d'autres classes d'actifs qui s'en sont bien sorties. Vous voyez la ligne noire qui bouge beaucoup, ça c'est Shanghai, qui quand même arrive à sortir 80% de hausse sur la période. Tout à côté en orange, c'est Hong Kong, qui sort à peu près la même chose. Donc, effectivement, il y a eu une surperformance sur les 11 années passées. Notez bien, cependant, que cette surperformance n'est pas forcément aussi spectaculaire, aussi considérable que beaucoup de gens le perçoivent. C'est-à-dire que ça a bien marché, mais ça n'a pas été le truc extraordinaire. Les grandes montées, curieusement, les grandes montées des pays émergents, c'était avant. C'était pas au XXIe siècle, c'était dans les années 80-90 où ça a énormément monté. Depuis, ça a plus de peine. Et puis, bien sûr, les matières premières, le CRB en bleu, lui, il a fait 150%. C'est pour ça que dans notre gestion, nous utilisons beaucoup des sociétés dont les profits sont réalisés sur des activités liées aux matières premières, que ce soit des produits agricoles, que ce soit du pétrole, que ce soit de l'or. Et puis tout en haut, bien sûr, vous avez l'or, 400% de hausse, les mines d'or, 750% de hausse. Et donc là, bien sûr, une partie importante de notre gestion, avec au passage le fait que quelque part, de temps en temps, il faut souffler, ce qui fait que les mines ont tellement monté que, comme vous le savez, elles sous-performent misérablement depuis le début de l'année. Ce qui fait que du coup, on sous-performe aussi misérablement depuis le début de l'année. Mais ça n'est que transitoire. Voilà, un petit mot en passant sur un facteur très important, parce que, encore une fois, l'idée, c'est comment faire pour gagner de l'argent en étant différent. En même temps, il faut quand même avoir des clignotants qui nous rappellent à l'ordre ou qui nous mettent en garde contre des changements qui pourraient être pénalisants. On fait des choix forts, mais il faut aussi avoir des points de repère. Alors ça, c'est un point de repère capital pour nous. Ce sont les taux réels, c'est la ligne noire. Les taux réels, c'est dans le cas présent, les bons du Trésor à 3 mois, 0, moins l'inflation, 3,1, donc c'est moins 3,1. Donc on a des taux réels massivement négatifs. C'est bon pour l'or et les matières premières, le pétrole, etc. Alors ici, c'est un petit résumé des 50 dernières années. Et vous voyez que quand le graphique noir est très en haut, très positif, alors c'est mauvais. Il ne faut pas être en or, il ne faut pas être dans le pétrole, dans les matières premières. Tout au contraire, il faut être dans les obligues et dans les titres classiques. Et donc, par contre, vous voyez qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc on suit ça, on regarde ça comme du lait sur le feu, parce que bien sûr, c'est ça qui pourrait un peu nous inciter à changer considérablement la structure de nos portefeuilles. Voilà, et puis donc un dernier petit mot justement sur une de nos positions importantes et un des éléments des moteurs de gestion que nous utilisons et qui, comme je l'ai dit, est en train de souffrir, ce sont les mines d'or. Et ici, ce trait noir, c'est le price to NAV, donc c'est le prix divisé par la valeur nette ajustée. Et donc, en gros, depuis 40 ans, là, le graphique ne remonte que court terme, depuis 40 ans, ça fluctue entre 1 et 3. Quand on est hyper optimiste, on paye les mines 3 fois la valeur nette, et puis quand on est très pessimiste, on les paye 1 fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on les paye 0,9 fois. Alors ça ne garantit pas qu'on est au plus bas, mais quand il y a des exagérations, quand on passe les bornes, il n'y a plus de limite, quoi. Donc on peut aller n'importe où, mais enfin, disons qu'on est probablement près d'un point bas, ce qui est une opportunité pour ce style d'investissement. Voilà. Donc on est justement en train de finir la présentation, et donc on peut prendre les questions maintenant. Voilà, ça court vite quand même. Et comme quoi, c'est réactif et ça arrive à suivre les marchés. Alors. Merci. Oui, j'ai une question. Je voudrais connaître vos vues sur le secteur de la technologie. Donc, on voyait
sur les pondérations historiques du secteur. 18% aujourd'hui, bien loin du plus haut qu'on a connu. Est-ce que vous voyez notamment une inflexion dans ce secteur ? Voilà, alors c'est vrai que c'est une question clé. Je dirais, sans faire de la prospective géopolitique, macroéconomique, bon, ce qui est clair, c'est que le monde occidental a un gros problème de compétitivité. J'étais il y a 2 semaines en Chine et malgré les hausses récentes de salaires, les salaires sont à Pékin 160 € par mois pour un employé minimum, enfin SMIC, quoi. Et donc nous, on a un gros problème. Et la seule manière de surmonter ce problème, la seule manière de nous en sortir, d'un point de vue économique d'abord, bah c'est tout simple, hein, c'est d'équilibrer le budget et puis d'équilibrer les balances commerciales, et on est très loin d'y arriver. Et puis l'autre chose, bah, c'est de faire de la productivité. Bon. Et donc, pour faire de la productivité, bah, il faut de la tech, il faut de la techno. Seulement, il faut de la technologie appliquée à l'industrie, pas de la technologie appliquée aux gadgets électroniques. Et c'est ça la grosse difficulté, le gros challenge, c'est effectivement, pour le monde occidental, pour l'Amérique en particulier, bah, c'est de déployer une créativité qui permettent de combler une partie du gap que représentent les salaires occidentaux par rapport aux salaires chinois, même s'ils sont en train de monter rapidement, ce qui nous crée une inflation devant nous très substantielle. Mais quand même avec une hausse des salaires chinois, on n'arrivera pas à boucler la boucle. Donc il faut de la tech. Donc il faut de la technologie. Alors la technologie, ça a été la plus belle bulle que l'on voit ici sur le modèle. La tech, pour moi, encore une fois, qui fait ça depuis très longtemps, j'ai vu la tech en dessous de 10% de l'indice. Je l'ai vu à 32% en 2000. Et c'était clair qu'on avait, entre guillemets, pété les plombs, qu'on était allé beaucoup trop loin par rapport au poids économique. Donc il fallait être très prudent. Et en gros, une des règles que nous utilisons justement, bah, c'est à 30%, on coupe. C'est pour ça qu'on a coupé sur les banques en 2006. Bon, donc il fallait pas, la tech, il ne fallait plus en avoir. On est tombé d'ailleurs tout à fait en ligne avec le modèle, on est tombé à 9%. En 2002, on était autour de 9% de l'indice Standard & Poor's. Et puis maintenant, on remonte gentiment la pente. Et donc, nous, on est encore sous-pondéré sur la tech. On essaye de se guérir, quoi. On essaye d'en racheter, parce qu'il faut, à terme, encore une fois, ça passe par là, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Ce qui nous sauvera dans le monde occidental, c'est la tech. Seulement, encore une fois, il faut de la tech plus tournée vers l'industrie. Et c'est ce que l'on essaye d'identifier et de mettre dans le portefeuille. J'ai une question. Est-ce qu'un fonds aussi investi en matériaux de base, énergie, or, reste un fonds USA? Est-ce que ce n'est pas un fonds thématique commodities? Oui. Non, il ne faudrait pas l'appeler Neuflis Commodities Opportunités. Oui. Alors, donc, la réponse est que le portefeuille est investi à 93%. Et que sur les 93%, il y a 30% de basic materials. Je dirais que dans quelques années, ça sera ça la pondération du Standard & Poor's. Donc on est juste en avance, c'est tout. On anticipe, on anticipe. Et puis on est agnostique, on est très cynique. Comme j'ai dit, le jour où on a des taux réels positifs, et on va larguer tout ça, mais ce n'est pas pour demain. Il faut bien voir que la probabilité d'avoir des taux réels positifs n'est pas dans l'immédiat. Et bien ce jour-là, on balancera tout ce truc et on mettra de la tech. Donc non, c'est simplement un fonds d'opportunité. On passe à la table ronde, non? Allez, une dernière question, sinon on passe à la table ronde. Allez, une question. Dernière question. Je ne peux pas m'empêcher de la poser, celle-là. On avait ce matin Hortense de Morningstar qui présentait les ETF et le risque de contrepartie sur les ETF. Une question qu'on peut se poser sur l'exposition à l'or du portefeuille, qui est essentiellement obtenue via donc, des titres miniers. Quid de l'ETF or? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'espérais que vous ne me poseriez pas la question, parce qu'il va falloir que je déploie un trésor de diplomatie pour ne choquer personne, pour dire simplement qu'effectivement, nous avons une position très stricte, très claire. Nous n'avons pas d'ETF, aucun. Pas d'ETF, pas de produits structurés. Et que ça ne nous pose aucun problème sur la plupart des secteurs. Mais c'est effectivement, ça nous rend la vie un peu plus difficile sur l'or, parce que ce serait bien plus facile de s'investir dans un ETF or et de ne pas se casser la tête à analyser les mines d'or. Bon. Mais je dirais que, donc vous avez eu la présentation ce matin où on a dû insister sur l'aspect délicat, l'aspect compliqué. On peut pas, quelque part, on ne peut pas être négatif sur le secteur financier comme nous le sommes et en même temps avoir des ETF. Il y a une contradiction dans la situation. Donc on est obligé, et comme dans les fonds UCITS, on ne peut pas avoir de l'or physique, on est obligé de se casser la tête et de chercher les mines d'or qui, effectivement, comme on l'a montré sur le graphique, apportent une bien meilleure rentabilité in fine que le métal, mais néanmoins apportent de la volatilité comme on l'a vu en ce moment. Je vous remercie.